Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Lormont, à 2 pas de Bordeaux, pour rencontrer Laura, qui aime se définir comme fermière urbaine. Laura est une des gérantes de la ferme aquaponique appelée la ferme de Pauline. L'aquaponie Quesaco. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le fait d'aller faire de l'aquagym en Laponie comme certains me l'ont suggéré. C'est en fait un système vertueux entre l'élevage de poissons et la culture maraîchère. Pour faire bref, parce que Laura vous l'expliquera bien mieux que moi au cours de l'épisode, la plante est directement plantée dans l'eau et elle se nourrit des déjections des poissons, ici des truites arc-en-ciel. Et une fois que les plantes ont absorbé tous les nutriments, l'eau est à nouveau propre et repart dans le bassin des poissons. Cela permet d'économiser énormément d'eau et de cultiver beaucoup de légumes sur des petites surfaces et donc de cultiver en ville. L'aquaponie s'inscrit donc dans les solutions permettant de nourrir les zones urbaines en produisant localement. On a passé un super moment avec Laura. Vous le verrez, elle est dynamique, pleine d'entrain et passionnée par son projet, qui est d'ailleurs bien plus ambitieux qu'il n'en a l'air au premier abord. Un vrai vent de fraîcheur. Bonne écoute! Bonjour Laura! Bonjour Louise. Merci beaucoup de nous accueillir dans ta ferme. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement? Alors je m'appelle Laura, j'ai 37 ans, Laura Goride, je suis la cofondatrice des Nouvelles Fermes et on se situe sur la commune de Lormont, chez la ferme de Pauline qui est la ferme pilote du réseau Les Nouvelles Fermes. Très bien. Et quel a été le déclic pour toi de t'investir dans ce projet? Le déclic, c'était il y a presque 2 ans et demi maintenant. Alors c'est un peu à la mode, j'aime pas trop dire ça, mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est la perte de sens sur le travail que je faisais à ce moment-là. J'étais directrice commerciale dans une start-up qui vendait des voyages. C'était avant le confinement, 6 mois avant le confinement. Et voilà, j'étais un peu arrivée au bout de ce que j'avais envie de faire dans cette société-là. Je cherchais une opportunité dans la food, globalement. Et puis, il se trouve que je suis amie avec Thomas depuis presque 10 ans maintenant. Et il avait monté cette première ferme Pauline avec sa cousine. Et il s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand. Il en faut plein partout. Enfin voilà, et donc on s'est associés à 5. Et aujourd'hui, on est 5 associés sur les nouvelles fermes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire votre ferme? Alors, c'est une petite exploitation, toute petite. Ça fait 1000 mètres carrés, donc ce qui est petit en agriculture, mais qui est grand en agriculture urbaine. 1000 mètres carrés où on fait de l'aquaponie. Et on est installé sur la commune de Lormont, on est entre 2 voies ferrées, installé par Bordeaux Métropole sur une parcelle qui était... qui est d'ailleurs, polluée au glyphosate, qui était inexploitable en pleine terre, non constructible. Et donc, naturellement, on a pu s'installer là, revaloriser ce foncier-là. Et on est à même pas 100 mètres d'un nouveau quartier émergent. On est dans le quartier Lysandre, 25 minutes en vélo des Capucins, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, c'est quand même génial de se dire qu'on est aux portes de Bordeaux, dans un tissu urbain, à Lormont. Carrément. Et tu peux nous dire les légumes que vous produisez, avant qu'on explique évidemment ce qu'est l'aquaponie? Pas de panique les auditeurs, nous allons le raconter. Ici, donc c'est vrai que quand on regarde, c'est très vert. On fait beaucoup de feuillus. C'est magnifique, on mettra des photos sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment très beau. On a une jolie lumière en plus à cette heure-ci, donc c'est chouette. On fait beaucoup de feuillus, donc des légumes feuilles, des salades, donc plein de variétés de salades. Voilà, on fait de la roquette, on fait aussi du chou kale, on fait du chou pat choy, on fait beaucoup d'aromates. Après, là, il y a pas mal de tests aussi de variétés, de semences. Enfin voilà, c'est vraiment la notion d'expérimentation, elle est importante ici. On voit aussi un petit peu de volume. Là, c'est des poireaux. Voilà, on fait plein de choses au rythme des saisons. Et alors, l'aquaponie, raconte-nous, ce n'est pas le fait de faire du poney dans la piscine, comme certains me l'ont suggéré. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors non, on a... Quoique j'aimerais bien qu'on mette des petits poneys, tu vois, dehors, ce serait pas mal. Non, on fait... Donc l'aquaponie, c'est une culture ancestrale. Nous, on n'a rien inventé. On a juste, même pas remis au goût du jour, mais utilisé des principes, en fait, qui existaient il y a très très longtemps. En gros, on a
3 écosystèmes. Donc il va y avoir des poissons qu'on va nourrir. Ces poissons vont déféquer. Ces excréments vont être transformés par des bactéries en solutions nutritives pour les plantes. La particularité en aquaponie, c'est aussi le fait d'être en système d'eau recirculée. Donc en gros, c'est simple, hein, vous prenez un cercle, vous mettez 3 points sur le cercle et ce sont les 3 écosystèmes. Donc ce qui nous permet de produire en économisant beaucoup d'eau et en valorisant en fait les déchets des uns pour en faire l'apport des autres. Oui, et je voyais que l'aquaponie, c'était le mélange entre aquaculture, donc l'élevage de poissons, et l'hydroponie, qui est la technique de culture basée sur l'enrichissement des minéraux de l'eau. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, j'aurais pas pu mieux dire. Et donc vraiment, en fait, pour que les auditeurs comprennent bien, il y a d'un côté les poissons et de l'autre des plantes, et les deux s'auto-entretiennent. J'aurais bien aimé que tu nous expliques les étapes de production. Donc d'abord, vous nourrissez les poissons, ça c'est la base, je crois. Ouais. Et ensuite, vous récupérez leurs excréments, c'est ça ? Exactement. En gros, donc nous, on a pris le parti de dissocier. En fait, peut-être que les auditeurs connaissent, mais en aquaponie, il y a aussi des systèmes domestiques qui existent où on a vraiment un petit aquarium avec des poissons et au-dessus, on va avoir un plateau avec des plantes. Nous, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. On a vraiment isolé la partie piscicole de la partie maraîchage. Voilà, donc on a une partie où il va y avoir les bassins d'élevage. Ces poissons, donc nous, on travaille de la truite arc-en-ciel. Aujourd'hui, on a environ 700 kilos de poissons dans nos bassins. On n'est pas en full capacité parce qu'on a besoin d'avoir un équilibre entre les plantes et les poissons. Mais en gros, on va nourrir ces poissons avec des croquettes végétales qui viennent de Bretagne. On donne à manger à ces poissons vont déféquer, le système, en gros l'eau va circuler dans des tuyaux, il va y avoir comme ce qu'on appelle un filtre à tambour, donc c'est comme un filtre, un tambour de machine à laver, qui va épargner les grosses matières et qui ensuite va éclater le reste pour que ce soit digéré par des bactéries. Et ces bactéries vont travailler comme dans une station d'épuration en fait, et elles vont digérer en fait l'ammoniac qu'il y a dans ces excréments pour le transformer en solution nutritive après pour les plantes. Ouais, donc les bactéries ont vraiment un rôle clé de transformer quelque chose qui est non comestible à la base par la plante par quelque chose avec du nitrate qui sera comestible pour elle, quoi. Ouais, carrément. Sans ça, on peut pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, donc cette eau qui va être chargée en solution nutritive va partir en fait du côté du maraîchage. Donc on le voit bien chez nous, c'est vrai que c'est clairement dissocié avec 2 espaces. Et ensuite, les plantes, avec leurs racines, vont absorber les nutriments dans l'eau et en système recirculé, vont renvoyer aux poissons une eau qui est claire. Parce qu'en fait, du coup, en prenant les nutriments qu'il y a dans l'eau, elle nettoie l'eau et ça vous permet de la réutiliser pour les poissons. C'est exactement. En ça que vous faites énormément d'économies d'eau. Exactement. Et en fait, vous ne changez jamais l'eau. Parce que non. Je te demandais, moi je pensais que, tous les mois et demi, quand même, fallait un peu éclaircir tout ça et remettre de l'eau nouvelle, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, naturellement, on va rajouter de l'eau dans le système régulièrement en fonction de la saison. Évidemment, l'été, il y a beaucoup plus d'évaporation. Donc oui, là, pour maintenir des niveaux suffisants, on va devoir ajouter de l'eau. Mais sinon, non, on ne change pas l'eau. Et alors qu'on se rende compte, les racines de vos plantes, elles sont vraiment dans l'eau. Enfin, en fait, elles sont sur des radeaux. Je vais essayer d'expliquer ça, ce que je vois, mais c'est des radeaux en fait en plastique dans lesquels il y a des trous, dans lesquels vous mettez les plantes qui ont déjà germé à la base, hein, donc vous les mettez. Du coup, les racines plongent dans l'eau et il y a aucune terre, quoi. Il y a vraiment les racines sont dans l'eau. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est ça. Il y a pas de terre, c'est de l'eau. Et en fait, la graine est maintenue dans un substrat. Dès que la germination a opéré et qu'on voit les petites racines et les petits radicelles, là on va faire du transfert, donc ce qu'on appelle, nous on appelle ça du transfert entre la table amarrée et le système. Et ensuite, la plante va vivre sa petite vie de plante et aller se nourrir pour grandir et être récoltée après. Ce qui me paraît incroyable, je te l'ai dit tout à l'heure et tu t'as manqué de moi, mais c'est que la plante ne se noie pas parce que moi chez moi quand je les arrose trop, elles deviennent jaunes et en fait ici elles sont vraiment comme un poisson dans l'eau pour le coup. Oh, elle est belle celle-là. Magnifique, tu notes. Non, les plantes ne se noient pas. Après, nous on travaille sur des radeaux où il n'y a pas de bulle d'air entre
Alors c'est difficile à expliquer, mais en gros, il y a aussi des radeaux où tu as un petit espace qui est creux qui va permettre en fait meilleure oxygénation de la racine. Nous aujourd'hui, on travaille en contact direct avec l'eau. Et c'est vrai qu'il y a des plantes qui aiment plus ou moins, mais après il y a plein d'autres paramètres qui rentrent aussi en compte pour un meilleur épanouissement de la plante, on va dire. Et là, je suis pas spécialiste. Non, je te poserai pas plus de questions, c'était très clair comme ça déjà. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire, désolé pour les auditeurs, il y a un train qui passe, mais c'est pour montrer qu'on est vraiment en zone périurbaine, comme ça vous en avez la preuve. J'aimerais bien qu'on parle des avantages de cette production. Donc ça, tu nous l'as dit, on économise énormément d'eau puisque vous êtes un circuit totalement fermé. Mais il y en a plein d'autres. Oui, et c'est quoi les autres avantages ? Les autres avantages, c'est de pouvoir s'installer sur une petite surface et de faire de la culture intensive mais durable. En aquaponie, on peut pas mettre de phytosanitaires pour protéger nos plantes contre des invasifs, des maladies, etc. Oui, je précise que vous pouvez pas en mettre parce que si vous en mettez, l'eau qui va partir aux poissons, du coup, elle va être nocive pour les poissons, et y compris les antibiotiques pour les truites. Exactement. Je crois que vous pouvez pas en utiliser parce que du coup, les excréments qui sont ensuite transformés en nitrate par les bactéries seraient pas bons non plus pour les plantes. Ouais, tu as très bien résumé. De toute façon, du moment où il y a un échange entre les deux ou les trois écosystèmes, si t'en pourris un, l'autre va... Voilà, ce ne sera pas possible. En fait, ça me paraît tellement évident que j'oublie presque de le dire. Donc, c'est assez fou. Un des avantages, c'est la densité en fait, de culture et les rendements. On cultive sur une petite surface, mais on a des rendements qui sont accélérés. Après, on est sous serre aussi, évidemment. Pareil, je rappelle, on est non chauffé, non climatisé l'été. On est vraiment ultra résilient. L'hiver dernier, par exemple, on a gelé sur 20% de la production au sein de la serre. L'été, il peut faire 40 degrés. Donc, c'est vrai que ce sont des facteurs limitants aussi. Mais ça, c'est plutôt des choix de valeur pour nous. Pourquoi c'est plus productif le fait qu'il y ait la serre? Je comprends que ça enlève peut-être l'impact de certaines de saisons. Enfin, ça permet de... Non, c'est plus productif par rapport à ta densité de plants au mètre carré et par rapport à tes rotations. Typiquement, là, tu vois, si on regarde, ton chou kale, par exemple, si tu le plantes en terre, tu vas devoir les espacer de X centimètres, etc. Nous, en fait, on a des concentrations qui sont plus importantes et des rotations plus importantes du fait qu'on soit sous serre aussi. Donc, tout ça combiné, ça permet d'avoir des rendements au mètre carré qui sont plus importants. Autre chose, on cultive ici toute l'année. Alors, il y a des serres en hydro ou en aquaponie qui ne le font pas. Nous, on le fait. Alors, évidemment, on a des cycles de culture qui sont plus longs. On passe en général de 5 à 6 semaines à 8 ou 10 semaines, mais ça permet d'assurer aussi une continuité vis-à-vis de nos clients. Mais on cultive aussi toute l'année. Et le fait que vous puissiez cultiver sur des petites surfaces, du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez installer des fermes partout, et notamment en zone urbaine. Exactement. C'est aussi une des clés pour installer ce type d'exploitation en zone où nous, on voulait s'installer. Pourquoi on s'est installé en zone urbaine? On est vraiment en zone urbaine, on n'est presque pas en zone périurbaine, mais pour être plus près des consommateurs, en fait, tout simplement. C'est-à-dire limiter l'impact carbone de nos légumes et de notre poisson, et pour pouvoir après le vendre en circuit en direct ou alors en circuit ultra court. Voilà, on fait vraiment sur cette ferme-là, on fait de ce que nous on appelle de ultra local. On vend à moins de 10 km en moyenne. Et ce qui est marrant ou pas, j'en sais rien, tu me diras, mais c'est que vous ne pouvez pas vendre sous le label bio, j'ai vu, alors que vous n'avez pas d'apport de produits phyto, etc. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un des premiers critères dans le cahier des charges du bio, c'est le rapport à la terre. Et donc, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il n'y a pas de terre, il y a l'eau. Voilà. Donc, malgré le fait qu'on soit intraitable sur les traitements, voilà, on ne peut pas être labellisé bio. Mais par contre, je peux te cueillir de la roquette, tu peux la manger comme ça, il n'y a aucun souci pour ta santé. Et vous êtes en local, et ça nous amène effectivement à parler d'agriculture urbaine. Je trouve qu'aujourd'hui, le gros problème de l'agriculture, et on n'en parle pas souvent, c'est qu'on est 80% à vivre en ville, et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est un problème parce qu'il faut acheminer évidemment toute la nourriture dans ces centres urbains, et aussi parce que plus personne ne produit de ses mains, on produit rien, quoi. Moi, je sais rien produire de mes 10 doigts, pour être franche, donc moi la première. Tu fais du montage et tout. Oui, voilà, mais pour manger, vaut mieux pas compter sur moi. Heureusement que vous êtes là. Mais du coup, est-ce que l'aquaponie, elle peut résoudre ce problème-là et participer à l'autosuffisance des villes et à nourrir les villes mieux et de manière plus locale ? Alors, participer à l'autosuffisance des villes, moi, je ne suis pas du tout aussi radicale là-dessus. Je pense que le juste équilibre, il se situe entre plein de choses, plein de moyens de produire aussi. En revanche, c'est certain que s'installer en aquaponie
en zone périurbaine ou en zone urbaine, ça permet de recréer de la protéine animale pour des consommateurs hyper proches, et pareil pour les légumes. Donc c'est sûr que c'est assez logique. Aujourd'hui, quand tu es à Bordeaux, il y a encore la zone des Innes, Bruges, où il y a beaucoup de maraîchers. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la zone du Grand Parc, avant, c'était la cressonnière de Bordeaux. C'était une zone où on produisait du cresson. Aujourd'hui, il y a des tours d'immeubles, etc. Et la cressonnière, elle est bien, bien loin. À Bruges, j'avais rencontré Floriane, qui est maraîchère là-bas, Floriane Laville. Et il y a un épisode du podcast avec elle qui est super. Et elle est la dernière agricultrice à Bruges. Ici, il n'y a plus que. Voilà. Et après, c'est usine. Donc oui, en fait, cette couronne maraîchère, elle a disparu. Alors, effectivement, c'est pas avec des surfaces comme ça qu'on va pouvoir nourrir tous les Bordelais. En tout cas, on contribue à la réintroduction en fait, de production locale. Donc ce ne sera pas la solution miracle, mais ça aidera à trouver des compromis. Ouais, c'est ça. Après, la solution miracle, elle passe aussi par des comportements d'achat des consommateurs qui doivent changer. Mais pour ça, effectivement, il y a une question de coût. Enfin, bref, la question est très, très large. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu suis un petit peu, mais il y a le Conseil national de la résilience alimentaire qui a sorti, qui envoie une newsletter et tout ça, et qui a sorti une note sur le rapport entre producteurs et distribution, qui est hyper intéressant. Et voilà, ça parle vraiment, en fait, de toute cette circulaire aussi. Attention, il y a un train. Mais voilà, du rapport entre producteurs, distributeurs et consommateurs. En fait, si les consommateurs ne sont pas au rendez-vous, les producteurs, et les distributeurs, il y a quand même plein de contraintes quand on est petit agriculteur. Ce que je trouve paradoxal sur l'aquaponie, c'est que à la fois c'est ancestral comme méthode de production, ça date de milliers d'années, et aujourd'hui c'est une image très moderne. Et je voyais des exemples qui sont un peu poussés à l'extrême. Je voyais des vidéos à l'aéroport de Chicago notamment, où c'est lumière artificielle, c'est des plans qui sont superposés à la verticale sur des mètres et des mètres de haut. Et en fait, ça fait un peu un drôle d'effet. C'est presque en opposition avec l'agriculture traditionnelle qu'on connaît, quoi. Est-ce que, vers où il faut aller selon toi ? Alors, l'aquaponie, en France, ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on en entend parler. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, il y a quand même pas mal d'acteurs qui émergent aussi, ce qui est plutôt chouette. Ça veut dire que c'est un sujet qui porte, qui a de l'intérêt et qui doit ensuite rayonner. En revanche, sur le continent américain, il y a des exploitations qui sont énormissimes, qui font des hectares et des hectares. Et on est plus sur ce que tu disais, à savoir des salles blanches en Charlotte. C'est vrai que tu viens ici... là, il y a un rouge-gorge, il y a de la biodiversité, on a un petit lézard, on a des salamandres. Enfin, voilà, c'est absolument pas... alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Il y a quand même des choses à respecter. Mais on est assez résilient par rapport à l'environnement qui nous entoure exactement. Mais il y a plusieurs façons de faire les choses. Après, nous, on est plutôt engagés sur sur une agriculture qui est résiliente, peu énergivore. Ça nous excite pas trop de se dire qu'on sera dans des salles blanches avec de la lumière artificielle quand on voit les enjeux aussi sur la consommation énergétique du monde. Enfin voilà, donc c'est pas le parti qu'on prend. Après, peut-être qu'il faut de la place pour tout le monde, je sais pas. C'est toujours une affaire de compromis et de juste milieu finalement. Ouais, peut-être. Et pour finir sur l'aquaponie, je vais te poser la question de l'auditeur. C'est Sandrine qui te demande quels sont les inconvénients de l'aquaponie. Alors, les inconvénients de l'aquaponie, il n'y en a pas. Sandrine, qu'est-ce que vous racontez ? Non, les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas tout cultiver. Voilà. Il faut être... Alors, on peut tout cultiver, mais après, il y a une question. Si on se met dans une logique commerciale et de rentabilité, on ne pourra pas cultiver des pommes de terre ou des carottes, même si on peut quand même faire des mini-carottes. C'est juste que le cycle de culture sera très long, donc il faudra reporter ce temps d'occupation de radeau, parce qu'on ne parle pas de sol, sur le prix final de ton légume. Et bon, voilà. Oui, parce que comme vous n'avez pas de terre, la pomme de terre, tous les légumes un peu tuberculeux, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc il faut adapter le système de support. Et derrière, c'est surtout le temps de culture qui peut être extrêmement long et qui arrive à, qui va donner un tarif du légume qui va être irréel, quoi. Je vois une autre difficulté à l'aquaponie, c'est la complexité du métier quand même. Tu n'en parles pas là, mais il faut quand même faire vivre les poissons, qu'ils subviennent aux besoins des plantes et entretenir les deux écosystèmes. C'est deux métiers qui sont complètement différents, il faut beaucoup de compétences quand même. Ouais, alors je t'avoue que nous, on ne les avait pas forcément, donc on a beaucoup appris sur le tas. Ensuite, on s'est quand même entouré de 2 personnes expertes
dans le domaine de l'aquaculture, spécialisé dans les truites, et un ingénieur agro, voilà, parce qu'il fallait bien caper tout ça. Et effectivement, donc, ces 2 personnes qui sont Jean et Olivier, que je vois d'ailleurs au loin, là, qui sont en train de discuter. Donc, voilà. Ça bosse dur. Ça bosse dur. Et surtout, en fait, ils sont obligés de se parler en permanence pour équilibrer, en fait, tout l'écosystème. Et l'autre inconvénient, ça peut être les investissements de départ aussi, pour installer la serre, les bacs à poissons, toute la tuyauterie. Ça, c'est peut-être comme n'importe quel projet, c'est-à-dire que ça se budgétise, tu regardes tes tableaux d'amortissement, tu fais ton plan de commercialisation, voilà. Ici, on est sur 250 € au mètre carré, ce qui est très peu. Notamment, on parlait des fermes verticales et tout ça, où là, tu as des installations qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc ça fait aussi partie de nos critères, d'avoir un faible coût à l'investissement et à l'installation pour pouvoir en faire une activité pérenne. Et je vais passer à ma minute économie. En fait, donc, la ferme de Pauline, où on est ici, ça intègre dans un projet global d'une entreprise qui s'appelle Les Nouvelles Fermes. Tu peux nous raconter un petit peu vos ambitions, ce que vous souhaitez faire et comment vous développez ? Historiquement, donc, c'est Thomas et Sandra qui ont monté la ferme de Pauline. Et Thomas s'est dit, mais voilà, il faut faire quelque chose de plus grand. C'est pas avec ce qu'on va produire sur Pauline qu'on va pouvoir contribuer à la révolution du bien manger. Donc, pourquoi ne pas créer une autre ferme plus grande, etc. Et là, c'est à ce moment-là où on s'est associé à 5 sur Les Nouvelles Fermes, qui devient une marque commerciale et donc un réseau. Donc ici, on est sur Les Nouvelles Fermes de Lormont et prochainement, on ouvre un projet qui s'appelle donc Les Nouvelles Fermes à Mérignac, une serre qui va être plus grande, 5 fois plus grande qu'ici. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir rendre accessible une alimentation saine et une production durable au plus grand nombre. Donc toujours une installation en milieu périurbain. Et je voyais que pour ce faire, vous avez levé de l'argent auprès d'investisseurs, etc. Donc on est vraiment dans presque un écosystème de start-up, quoi, finalement, dans votre manière d'entreprendre les choses. Je sais que tu n'aimes pas ce mot. Non, j'aime pas ce mot start-up. Mais start-up, se dire aller vite, en fait, dans son business. Mais on a levé de l'argent l'année dernière pour monter notre projet de ferme à Mérignac auprès d'investisseurs privés et publics. Et l'ambition, c'est que ça marche. Et de se déployer partout en France ou plutôt en local dans le sud-ouest ? Vous voyez on étudie toutes les opportunités. Voilà, on a quelqu'un qui est dédié à ça. Très bien. Et vous êtes 5 associés. Comment vous répartissez les tâches ? On est 5 associés sur des tâches très spécifiques, on va dire, en tout cas des domaines d'activité spécifiques. Il y a Paul qui est sur toute la partie agro-piscicole, Thomas qui est sur la partie développement de projet, RH, on va dire tout ce qui est process aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer pour l'ensemble des équipes. Clément qui s'occupe de toute la partie financière. Et Édouard sur la partie développement foncier, logistique et plutôt coordination globale et suivi de chantier. Donc ça fait beaucoup de choses. Et moi qui m'occupe de la partie commerciale, communication et aussi plein de choses. Voilà. Oui, parce que ce matin tu t'occupais de la récolte. En fait, vous êtes au four et au moulin. Ouais, ce matin on avait un petit coup de bourre. Donc, oui, parce que je viens le jour où toutes les équipes de l'aquaponie de Mérignac, de la ferme de Mérignac viennent en formation ici. Exactement, donc on a bien choisi le timing. Mais c'est chouette, c'est la concrétisation d'un... Enfin, ça marque une étape, l'arrivée de cette équipe-là, donc c'est plutôt chouette, c'est une belle journée. Comment vous recrutez ? Combien de salariés vous avez ? La ferme de Lormont fonctionne avec 2 personnes et demie, donc Sandra chef fermière avec une personne qui la seconde, et puis on reçoit après des personnes en stage dans le cadre de BPREA ou de formation Pôle emploi. Et sur Mérignac, nous on va tous mettre la main à la pâte, donc on est 5. Déjà on suit tout le chantier, tout l'intérieur de la ferme va être réalisé par nous et par l'équipe de fermiers urbains polyvalents. Et pour l'instant, il y a 3 personnes. D'accord. C'est la première phase de recrutement. Il se peut qu'il y ait d'autres personnes en fonction des besoins, mais on a tellement de choses à dimensionner, à processiser, etc., qu'on y va par étapes. Et c'est pas compliqué le recrutement pour trouver des profils soit de maraîchers, soit de... je sais plus comment on appelle les gens qui s'occupent de pisciculteurs, merci, les gens qui s'occupent des poissons, en zone urbaine justement.
Bah non, je pense que justement, c'est une grande force en fait. Parce que justement, si je pense à Jean, qui est donc lingé aquacole, qui a évolué à Brest, en Écosse, enfin voilà. Finalement, il avait un peu mis sa carrière entre parenthèses. Il a monté son business à lui dans le vin. Rien à voir. Et malgré tout, ça le titillait aussi, mais il n'avait pas envie de partir encore à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe pour exercer son métier. Donc là, c'était une opportunité, et pour lui et pour nous, de trouver aussi ces compétences-là sans faire venir quelqu'un de l'autre bout de la France. Voilà. Donc non, c'est une vraie force, et je pense que justement, on reçoit énormément de candidatures pour des stages où il y a une formation en aquaponie qui est portée par Ecologia, qui a un pool d'une douzaine de personnes. Enfin, on est en ville en fait, donc c'est génial. C'est-à-dire que là, tu peux venir en tramway si tu veux. Tu descends à la Butinière, tu marches 5 minutes, tu as le bus qui passe vraiment en face du portail de la Serre, tu es à 20 minutes en vélo de Bordeaux. Enfin, c'est quand même des conditions qui sont plutôt agréables. Et le soir, tu peux aller boire des coups avec tes potes, quoi. Et la ferme de Lormont, ouais. Tu me racontais qu'elle a vraiment servi d'apprentissage pour justement faire un projet plus grand à Mérignac. Ici, vous avez fait de l'expérimentation et presque toutes les erreurs qu'il y avait à faire pour plus les refaire à Mérignac. Je sais pas, je pense que des erreurs, on en fera encore, mais le but, c'est de ne pas faire les mêmes. De l'expérimentation, il y en a à tous les niveaux. On parlait des variétés, des semences tout à l'heure, donc ça, c'est la première chose. Il n'y a pas un catalogue de semences spécialisé pour l'aquaponie, donc on écarte, on valide, il y a des choses qui se passent. On a testé aussi plein de choses sur la commercialisation, sur la partie piscicole, etc. Et le but, effectivement, c'est de faire une V2 de cette ferme-là avec tous les enseignements qu'on a tirés de cette première expérience. Et toi, à aucun moment, parce que le projet, il paraît fou quand même, tu étais directrice commerciale, vous étiez tous dans la même boîte de vente aux enchères, de séjour loisirs, je crois. Ouais. Il y a quand même un monde avec l'agriculture et l'aquaponie encore plus. Et vous vous êtes pas posé une seconde la question, et toi, tu as plongé direct sans te dire oulala, où c'est que je mets les pieds. J'ai plongé dans le bac à poissons, c'est un peu le... Non, je sais pas, je pense qu'on a été un peu fous. Voilà, c'est vrai que Thomas, il aime bien dire, j'aime bien cette phrase quand il dit on a quitté nos bureaux climatisés pour se retrouver à mettre une doudoune et à être en mini-short l'été. Mais ouais, c'est un peu ça. Non, le projet, on découvre aussi l'ambition qu'on met derrière ce projet-là au fur et à mesure, des rencontres qu'on peut faire et même de nous, à quel degré de maturité on fait évoluer tout ça. Ouais, non, je sais pas, c'est génial. Enfin, tu vois, on a un open space qui est magnifique là, tu vois. Ah oui, ça c'est clair. Et ça fait 3 ans que vous êtes dessus maintenant, aucun regret avec du recul? Non, aucun. Thomas et Sandra, ça fait 3 ans. Nous, ça fait 2 ans à peu près avec les 4 gars, avec les 3 gars, pardon. Non, je pense qu'il y en a aucun de nous qui regrette d'avoir fait ce choix-là. Après, c'est pas facile tous les jours. Des fois, voilà, t'arrives, il a gelé, tu perds 20% de tes cultures, il fait hyper froid, il fait très chaud, il faut se caler aussi sur des horaires très contraints. Enfin non, c'est pas facile tous les jours, mais après c'est la liberté de faire ce qu'on veut aussi, quoi. Et sur votre site, vous dites, je lis, des agriculteurs qui ne ressemblent pas vraiment à des agriculteurs. Vous vous définissez comment? Est-ce que pour vous, vous êtes quand même un peu agriculteur? Alors ça, je sais que tu vas me dire nombre d'avance, mais je te pose quand même la question. Agriculteur, start-upper, tu te définis comment? Entre les deux, on va dire. On est des agriculteurs urbains et entrepreneurs qui avons envie de contribuer à la révolution du bien manger. Magnifique. Je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi de t'investir dans ce projet? Alors, je ne sais pas si je suis fière. En tout cas, je suis heureuse de travailler dans l'environnement dans lequel je travaille, avec les personnes avec qui je travaille. Et de livrer des bons produits à nos clients. Ça me rend fière, mais ça me rend plus heureuse que fière. J'aime pas trop, je crois, ce terme. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis? Alors, une erreur à ne surtout pas reproduire. Nous, il y a 2 ans et demi, on était envahis par les moustiques, etc. Pour rappel, on est sur l'eau, donc... Et j'habite à Lormans et il y a énormément de moustiques. Exactement. C'est un enfer. Voilà, tu sais de quoi on parle. On s'est dit, super, on va mettre des petits poissons, pas des truites, mais voilà. On va mettre des petits poissons rouges qui vont manger en fait les larves de moustiques. Ouais, donc directement dans l'eau avec les plantes. Exactement, en se disant, c'est des petits poissons rouges, c'est tout petit, ça
enfin voilà, ça va se réguler. Mais ils se sont tellement plu qu'ils se sont reproduits, qu'ils ont grossi. Alors certes, ils ont mangé toutes les larves de moustiques, mais surtout, on a eu des poissons rouges par centaines. Et donc, on a fait un espèce de vide où on a mis des nacelles, on a pêché des poissons, on en a donné aux gens du quartier, enfin bref. Donc, ça a été l'enfer. Donc, ne jamais faire ça. Très bien, donc pas trop nourrir ces poissons rouges quand on veut lutter contre les moustiques. Ouais, c'est ça. Et plus sérieusement, la truite, c'est un poisson carnivore. Donc aujourd'hui, sur l'alimentation, effectivement, il y a un petit peu de farine de poisson dans la composante. Demain, il y a quand même plein de sujets de recherche qui sont faits, notamment avec les insectes. Donc il y a beaucoup de travaux de doctorants et d'enjeux, en tout cas, sur l'alimentation des poissons. Donc voilà, sachez que la truite est carnivore. Ah, je ne le savais pas, tu vois. Très bien. Et dernière question, où c'est qu'on peut commander vos produits ? Je crois que vous faites des paniers de légumes à récupérer toutes les semaines, ou où c'est qu'on peut suivre votre actualité ? Alors, vous pouvez nous suivre sur Instagram, donc c'est @PaulineAirFarm. Sur Facebook aussi, on a une newsletter où on envoie donc la composition du panier de la semaine, où on fait une petite activité de négoce en complément de ce qu'on produit nous ici. Il y a une sélection d'épiceries avec des produits locaux et des produits bio de Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a vraiment un travail de sélection qui est fait sur les produits qu'on propose, et sur le site évidemment on vend en ligne, donc on fait de la livraison sur Bordeaux et du retrait à la ferme, et un marché chaque premier samedi du mois à la ferme. Et le site internet c'est www.paulineairfarm.com. Super, et bien merci beaucoup Laura pour ton accueil et merci toutes Louise. tes explications, c'était top, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.